Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine et c'est mon camarade Stéphane. Et aujourd'hui, on va vous parler de la semaine de 168 heures. Alors, c'est une session qu'on a déjà faite 2 fois, dans lesquelles, initialement, on parlait de nos pratiques et de nos façons. La semaine de 168 heures, c'est un peu le mélange. Est-ce que vraiment, quand il est à 5 heures et qu'on rentre chez soi, on a vraiment arrêté de travailler dans nos métiers, développement autour de l'informatique? Moi, je résous la plupart de mes problèmes sous la douche le matin. Du coup, est-ce que je facture? Est-ce que je facture pas? Le temps de douche Est-ce que cette notion d'heure de travail, elle a vraiment du sens? Du coup, est-ce que quand on est en train de dire qu'on travaille tout le temps, en même temps, moi je réponds toujours, ouais, mais du coup, je travaille jamais. Est-ce que tu es en train de travailler là? Est-ce que je suis en train de travailler là? Oui, non, c'est cool, je passe un moment sympa avec des gens. Je vais raconter ma vie, c'est plutôt cool, c'est pas vraiment du travail. Et en même temps, c'est un peu du travail quand même, parce que je vais parler de mon travail, de ce que je fais le reste du temps. Du coup, ça, c'est ce qu'on disait un peu dans la première version de cette session, et on parlait de nos pratiques, le fait qu'on avait oublié l'existence des réveils. Moi, je me réveille quand j'ai besoin de me réveiller. Et en général, si j'ai des trucs importants qui me tiennent à cœur, le matin, je me réveille. Je n'ai pas besoin de réveil pour ça. Et quand je me réveille pas, en fait, c'est louche. Ça fait un petit peu comme la procrastination. Je le vois plus comme un signal que comme un truc embêtant. J'ai peut-être pas envie de faire ce truc-là. Du coup, qu'est-ce que je fais si j'ai pas envie de faire ce truc-là? C'est la question que je pourrais me poser. Il y avait d'autres trucs aussi qu'on partageait. C'était le fait de ne pas avoir de bureau. On travaille pas beaucoup chez nous. Enfin, moi, j'ai pas de chez moi. Moi, j'en ai un, mais moi, j'en ai encore un. Toi, t'en as encore un, mais tu travailles pas souvent là-bas. Mais je suis pas souvent là-bas. Et du coup, on part en ville et puis on trouve un endroit qui nous paraît intéressant et puis on passe 2 heures dedans et puis ensuite on marche. Cette petite marche aussi, elle était importante. Bref, la conf qu'on avait fait, elle parlait de ça. Et celle-ci va parler de ce qu'il y a avant. Alors on l'avait faite initialement, on l'avait pensé aussi en réaction épidermique. C'était il y a 2-3 ans. Je pense que la tendance s'est un peu tassée, où on n'arrêtait pas de vous rabâcher le bonheur au travail. Il y avait des Chief Happiness Officers qui arrivaient dans les entreprises, donc des gens dont l'objectif, leur salaire, est proportionnel à votre bonheur. C'est leur métier, c'est que vous soyez heureux, mais bien comme il faut, parce que leur salaire en dépend. Du coup, il faut quand même faire un peu attention. Et du coup, proposer un peu d'autres alternatives. Est-ce que le bonheur, c'est vraiment un état stable? Pas vraiment. Ouais, moi je voyais le bonheur plutôt comme une pépite, une petite pépite en fait, tout d'un coup, là, un instant de bonheur. Et le bonheur dans l'entreprise, en fait, le bonheur au travail, c'était étaler en fait cette pépite dans le temps. Donc ça me faisait nager dans le bonheur. Ouais, nager dans le bonheur, en fait, je le sentais beaucoup moins. Et puis je me disais, en fait, occupe-toi pas de mon bonheur, moi ça va aller, parce que c'est louche en plus que tu veuilles en fait travailler sur mon bonheur. Juste si tu piétines pas mon enthousiasme, déjà c'est bien quoi en fait. Déjà il va se passer un truc. C'est déjà pas mal. Et en fait j'ai besoin de l'enthousiasme pour pouvoir travailler. Parce que je travaille 168 heures par semaine, ou alors je suis en vacances 168 heures par semaine. Donc en fait, je travaille sur le plaisir, sur l'enthousiasme. Il y a des moments en fait où je suis à fond, et donc là ces moments-là, je bosse. Et je bosse. Je fais des choses, je fais des trucs. Et pour pouvoir faire ces trucs, en fait, il me faut un cadre safe. Il faut que je me sente. Ouais. Oh, tu passes. Bah ouais, okay. Du coup, je passe. Faut pas que je me retrouve. En fait, faut pas que si je bosse avec toi ou avec toi, en fait, faut pas que j'ai l'impression d'être obligé de mettre la garde et puis de te voir mettre la garde à chaque fois. Faut que je sois décontracté, en fait. Ouais, c'est important parce que si on est tout le temps en train de monter sa garde, c'est aussi une perte d'énergie folle. Si on n'est pas en confiance avec les personnes avec lesquelles on travaille, on n'est pas libre. Du coup, la plupart des choses qu'on va dire, on va faire attention à ne pas dire des trucs qui pourraient nous retomber dessus. On ne va pas pouvoir se dire les choses telles qu'on aurait envie de le dire.
La plupart des rétrospectives sont globalement foireuses, entre autres parce qu'on ne se fait pas très confiance et du coup on y va à petits tâtons, on ne se dit pas trop les choses et ça fait souvent des choses un petit peu molles. Du coup, ouais, ça va me polluer en fait. Je vais penser à autre chose que je vais pas être décontracté et donc je vais moins bien le faire. Tu veux que j'en mette là ? Ou bof. Ouais. Yes, ça j'aime bien. Changement en live. Donc un cadre safe, c'est pas ça. Et il suffit pas d'afficher bienveillance partout. Parce que la bienveillance, en fait, c'est qu'une intention. Les gens qui bossent dans le soin, ils le savent. Ils ne parlent pas de bienveillance parce qu'ils n'aiment pas en fait le terme. Je peux être bienveillant avec toi en rangeant ton bureau. Et tu arrives le matin et tu dis putain, mais je ne retrouve plus rien, quoi. Et très dernièrement, en fait, c'est assez facile pour trouver les endroits où je suis juste bienveillant. Le dernier exemple, il y a 2-3 jours. Je présente une personne que j'adore qui s'appelle Safia et je pensais au fait qu'elle bossait sur une communauté de pratique qui était différente de la nôtre. Et puis Safia, je la présente en disant qu'elle va amener de la diversité. Et elle, carrément, sur le moment, ça a été super choquant. Et puis ensuite, elle s'est barrée. Et le mot diversité, pour elle, ça la renvoyait à je vais être l'arabe de service, je suis Madame Diversité. Du coup, j'avais été bienveillant et j'ai été super maltraitant. Et le terme qui nous intéresse plus, c'est la bientraitance. La bienveillance, c'est l'intention. La bientraitance, ce serait de vérifier en fait que tu as été bienveillant avec la personne. Et la conf, je pense qu'elle parle de ça, en fait, du fait que pour je puisse retirer la garde, il faut que je sois dans un endroit qui soit safe, et pas que pour moi, il faut qu'il soit safe pour moi, mais aussi pour les personnes avec qui je travaille. Pas mieux. Ça va de double sens, baisser la garde dans les deux sens. Et du coup, plutôt que de vous parler de ce qu'on fait au quotidien et des petites pratiques, on a décidé à peu près hier matin de vous raconter les choses qui frottent, ce qui nous embête dans le langage quotidien, les choses qui pourraient nous obliger à remonter notre garde, les trucs que quand on entend ou quand on nous le dit, il y a des petits voyants qui s'allument, des petites alertes, et du coup on va essayer de parler un peu de tout ça, et si ça de temps en temps allume des petits voyants chez vous, c'est cool. On n'aura pas totalement raté notre truc. Et le premier, c'est... Les gens. Les gens sont bienveillants. Les gens, alors là le biais qu'on a, c'est un biais de... Des fois quand j'y penserai, en fait, j'essaierai de mettre le biais que je vois derrière. Là c'est un biais de généralisation. C'est assez confortable, c'est assez facile de parler des gens, et quand je parle des gens, du coup je vire l'empathie et je peux déverser ce que j'ai envie. Donc les gens sont cons, quoi. Les gens, moi je me demande même pourquoi on leur donne le droit de vote, parce que quand on voit ce qu'ils en les font. gens sont dans le truc. Non mais les gens, de toute façon, les gens ils écoutent pas. Les gens ils regardent pas ça. Les gens de toute façon ils aiment bien les séries débiles. Enfin tout ce que tu veux. Sur les gens, tu peux y aller gaiement. Et ouais. T'as déjà dit pas mal de choses. Peut-être trop, c'est pour ça. Peut-être trop. Non, c'est cool. Je reviens sur le côté déshumanisation des gens. On oublie justement, dès qu'on commence à parler des gens, on oublie que c'est des gens, en vrai, qu'en fait, les gens, là, c'est pas, vous n'êtes pas les gens, vous êtes vous. Je ne connais pas vos noms, mais c'est ce petit groupe-là, et encore dans ce groupe-là, vous n'êtes pas une entité complexe. Je peux pas dire, putain, le public, il était trop naze, quoi. Je peux pas dire ça. Il y a des gens qui le diraient, il y a des gens... Donc ça, c'est le petit truc. Vous allez rendre compte que nous aussi, les bêtises qu'on dit qu'il ne faut pas faire, des fois, on les fait. Des fois, on essaye de se reprendre. Des fois, Stéphane va me reprendre, et des fois, c'est l'inverse. Et puis, des fois, on ne le verra pas. Et des fois, je vais me reprendre tout seul. C'est suffisant si ça frotte un peu quand je parle des gens. Normalement, il y a un petit voyant qui s'allume et ça me suffit. Alors, des gens, c'est le grand groupement, mais en fait, on peut faire des petits groupes plus petits. Et l'équipe agile, par exemple, moi, ça me fait un peu le même effet. En fait, je vois un biais de généralisation qui m'embête et qui enlève un peu l'empathie. Et quand je suis dans une conf comme ça, je préfère regarder un visage et essayer de voir ce qu'il y a derrière que de regarder le tout dans un groupe.
Et du coup, c'est la suite, c'est tous ces petits pièges de vocabulaire et de langage. Je vais copier. Ouais, vas-y, bien. On improvise. C'est moi qui ai les notes, du coup, c'est moi qui peux faire les intros. Okay. Tout ce qu'on va dire, c'est des choses simples, basiques, mais on se fait avoir tout le temps. Oh, ouais, la référence. Et du coup, on veut que ça allume des petits signaux. On va parler de biais, on va parler... et pourquoi c'est important ces choses-là? C'est que là, en fait, je suis en train de vous parler. On est en train de vous parler. Et en fait, quand on vous parle et quand on parle à des personnes, on est un peu en train de rentrer dans leur tête. Et quand on rentre chez les gens, il y a un truc qui est bien, c'est de s'essuyer les pieds avant. Et du coup, tout ce qu'on va dire après, c'est ces petits trucs d'hygiène pour éviter, quand on rentre dans la tête des gens, pour essayer d'éviter de rendre tout crade et de mettre un peu le bordel et de repartir comme ça. On essaye. Mais en même temps, on va essayer de mettre un peu le bordel dans vos têtes exprès pour que ça frotte un peu. Mais... Ça, c'était aussi des slides de points, en fait. C'était des petits moments de rétrospective pour nous. Où on se disait, tiens, il y a peut-être un truc qu'on va voir pendant la conf et qu'on va essayer de dire, de ne pas tout prévoir de cette conf. Ouais, c'est une conf bizarre, en fait. Si vous la trouvez bizarre, c'est juste normal. Mais c'est aussi ça. Enfin, il y a un petit truc qui me tenait, on n'en a pas parlé avant, c'est la conf. En fait, la conférence, il y a une personne qui arrive et qui va délivrer le savoir. Généralement, les amphis sont pour ça. Moi, en fait, je suis pas à l'aise de faire cette conf et je suis content de pas être à l'aise. Et dans toutes les confs que j'ai données, je suis pas à l'aise parce que j'ai envie de te parler, en fait, et j'ai envie de te parler, et j'ai envie de te parler, et que ce soit pour toi. Et je vais pas pouvoir le faire, donc je vais le faire pour tout le monde. Et je sens qu'il y a un truc qui va pas très bien. Et j'aime bien cette posture de pas me retrouver à l'aise quand j'ai une posture qui est un peu haute, où j'ai le micro. Parenthèse. On n'en avait pas parlé. Du coup, on était d'accord sans avoir besoin de dire c'est quoi. Et tout ça, c'est pas un truc, c'est pas des trucs qui sont faciles. Et c'est des trucs, si vous vous plantez, ou vous dites « Ah mince, moi aussi je fais ça ». Quand on discute avec Stéphane, ça m'arrive assez souvent « Ah mince, t'as vu ce biais-là, moi je l'avais pas vu, quand trop cool, je vais faire attention ». Et ça commence depuis tout petit en fait. On baigne dedans, tous ces biais de langage, tous ces biais de contexte, de métaphores un peu foireuses. Ça commence juste après la maternelle. Ouais, je trouve qu'il y a d'ailleurs schématiquement, en fait, je trouve qu'il y a une rupture entre la maternelle, où tu as plutôt des facilitateurs et des facilitatrices, en fait, qui vont venir. Tu vois, si tu fais pas le truc tel quel, on te dit « Ah tiens, tu utilises toujours le stylo vert, si tu veux, tu peux utiliser le stylo rouge ». Et tu as le droit de copier sur ton voisin. Si tu vois le voisin ou la voisine tracer un cercle sur ce truc-là, en fait, tu arrives, tu fais la même chose et tout le monde te dit que c'est très bien. Tu as le droit de jouer pour apprendre, c'est super génial. Et puis tu as le droit de communiquer avec les personnes. Et quand tu arrives au CP, hop, là, brusque changement, c'est tu fermes ta gueule, maintenant t'écoutes. Tu n'as plus le droit de copier, et ça jusqu'à la fin de ta vie. Et quand tu regardes sur Wikipédia et que tu regardes apprentissage, la photo qui est juste à côté, il montre un dauphin qui est en train d'imiter un autre truc et ils disent que c'est c'est une compétence très forte de l'apprentissage. Ça t'est retiré, en fait c'est viré. Tu n'as plus le droit de jouer non plus. Jouer c'est génial, hein, parce que quand tu vas apprendre quelque chose de nouveau, en fait normalement tu vas avoir des réflexes de résistance, parce qu'on préfère les risques qu'on connaît aux risques qu'on ne connaît pas. Donc normalement on est fait pour pas trop aimer le changement. Et là, avec le jeu, en fait, tu vas pouvoir faire ça à blanc. Tu vois, quand tu joues au Monopoly, par exemple, tu vas pouvoir faire le capitaliste, mais sans que ce soit pour de vrai. Ouais, bof. Ouais. Ouais. Ok. En fait, j'écoutais pas, du coup, je sais pas ce qu'il est. Et donc, copier, par exemple, c'est génial, quoi, en fait, et ce serait bien que ça revienne. Alors, ça revient, mais on nous dit que c'est pas bien. Hein. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle ou de futurs développeurs. Ah, copier sur Stack Overflow. Mais non, mais c'est cool, en fait. Alors, si vous vous contentez juste de copier, c'est peut-être pas cool. Si vous copiez et que vous essayez de comprendre, ouais, là, ça commence à avoir du sens et je vais commencer à apprendre un truc. Vous n'êtes pas obligé de tout réinventer tout le temps ou de faire croire que vous savez tout. Copier, c'est cool. Si on comprend, c'est encore mieux. Il y a beaucoup de profs qui ne sont pas à l'aise avec le fait de copier sur Wikipédia.
Et on pourrait apprendre à copier, en fait. Ouais, j'ai d'autorité. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... mais si, tu sais. Là? Tu sais. C'est drôle. Ah oui, voilà. Clac. Ah, il a fait ici. Ah, vautré, vidéo gag. Ouais, c'est des trucs sur les blagues, ouais. Et peut-être pas, en fait, parce que peut-être il s'est fait super mal. Et peut-être que d'en rigoler, c'est pas une super idée. Alors là, probablement, il s'est fait super mal. Mais c'est le petite chose qui souvent frotte très vite, c'est les petites blagues qui paraissent innocentes. Hein, la petite blague sur les blondes, sur les belges, sur les arabes, sur... ça paraît pas bien méchant. Ah, puis, oh non, mais c'est une blague. JavaScript, c'est de la merde. JavaScript, PHP c'est de aussi, la merde. enfin, je sais pas. Voilà, je l'attendais. Ça, c'est une vérité? Voilà. C'est une vérité. Go. C'est ça. Tranquille. Toi les pieds, vas-y. Tranquillement. Mais ouais, ouais, on peut. Alors, si on tu ne dit pas que tu n'as pas le droit de le penser, en fait. C'est juste que quand tu le dis et que tu le lis à quelqu'un dont tu ne sais pas, mais si ça se trouve, JavaScript ou je ne sais pas quel langage, ce que tu as pris en exemple, c'est ce qu'il fait tous les jours, et que tu es la 25e personne à lui dire JavaScript, c'est la merde, bah, c'est à chaque fois, il en prend un petit coup sur son moral. C'est pas conscient, il en a même pas, probablement, cette personne n'en a même pas conscience. Mais tous les jours, t'entends dire un truc que tu fais, toi, que c'est ton quotidien, que c'est tout pourri, que c'est de la merde, alors que t'en es peut-être content ou pas, c'est pas la question en fait. Bah, il y a un moment, ça prend sa part, quoi. Et c'est pas super cool en fait. En fait, si tu me le fais, tout de suite, je vais remettre un peu la garde, quoi. Je te vois plus pareil en fait dans le truc. Donc tu peux le faire, mais tu vois, bon, voilà. Moi, je risque d'être beaucoup plus agressive. D'être beaucoup plus agressif si tu me dis « Ah, JavaScript, c'est la merde », je pourrais tendance et reprendre la petite phrase d'une collègue à nous qui dit bon, « C'est toi la merde ». C'est pas cool, hein, je préférerais qu'on évite d'en arriver là, mais... Julia. Et ces petites blagues drôles, il y a une excuse moi j'entends régulièrement « Ouais, non, mais on a toujours fait ces trucs-là ». Ouais, c'est vrai, mais l'éthique, ça change. Maintenant, on sait que c'est mal. Il y a 20 ans, 30 ans, on ne savait pas ou on ne voulait pas le savoir. Maintenant, c'est ouvert, c'est posé. Il ne faut pas le faire. Point. C'est pas grave, l'éthique change. On a essayé de grimper un peu, de monter notre niveau moral. Je ne sais pas si monter moral, ça va bien ensemble, mais c'est notre problème. Arrêtons. Essayons d'être sains et d'éviter ces petites blagues qui, en fait, blessent vachement les gens, petit à petit. Insidieusement. Ouais, mais on peut plus rien dire alors. Peut-être si. En fait, bah si, on peut dire la même chose, mais pas pareil en fait. On peut faire attention. Et il y a plein d'autres trucs. Ça, c'est le blague, c'est dans le vocabulaire, c'est de la vie courante, et dans notre milieu de l'informatique ou du projet ou je sais pas quoi, il y a d'autres trucs. Il y a un vocabulaire qui va avec. Ouais, tant qu'à faire, on a pris un vocabulaire guerrier. Donc là, par exemple, c'est la deadline. Donc la deadline, historiquement, c'est dans les prisons américaines, c'est une ligne en fait, et si tu passes la ligne, on te shoot. C'est la mort. Tir à vue. Donc ça, on va reprendre ce truc-là pour te montrer en fait que c'est super important, c'est la deadline, quoi. Tu as conscience du fait que c'est la deadline. Et en général, la deadline, quand je bosse dans des boîtes où je dis mais c'est vraiment une deadline dans le truc, et la question surprend, quoi. Attends, t'as dit que c'était une deadline. Ouais, mais c'est rare en fait qu'une deadline soit une vraie deadline. Ouais, qu'est-ce qui se passe éventuellement une échéance, un truc. Ce serait bien qu'on soit là à cette date-là, mais c'est rare que ce soit une vraie deadline. C'est mon avis. Ouais, surtout quand elle était fixée 2 ans et demi à l'avance, ou 6 mois. Avec des estimations. Avec des estimations. Et la deadline, elle a aussi tout le côté moral qui va avec, de se mettre la pression, parce qu'évidemment, pour que les gens travaillent, il faut leur mettre la pression. Les gens, il faut, blam, deux gros morceaux. Bah peut-être pas en fait. Ça sert peut-être à rien. Peut-être faut plutôt essayer de chercher à ne pas briser leur enthousiasme.
Ouais, c'est possiblement contre-productif en plus, parce que si on est vraiment sur ouais, je travaille, je bosse et je suis sur un problème et je me casse du boulot, bah en fait je suppose, ou pour moi en tous les cas c'est le cas, que ça continue à traîner dans ma tête. Ça continue à, bah, ça continue à s'alimenter. Je sais plus ce que je voulais dire, on s'en fout. Je l'ai deviné, du coup je vais passer à la suite. Bah, c'est pour ça, du coup je passe. La cible. La cible, les clients. La cible, hein, c'est le même vocabulaire que la deadline. Hein. Ouais. La cible, c'est la personne, le truc qu'on veut. Le vocabulaire guerrier, le cible, c'est ce qu'on veut soit abattre, soit capturer, soit. Vous voulez vraiment capturer les gens avec qui vous travaillez ou qui vont vous donner votre. Hein. Une personne très bien me parlait de la cible en me disant qu'il faisait des petits déjeuners d'informations sur Scrum et les estimations ou sur des trucs comme ça. Et je lui disais, ouais, j'irais bien au truc. Il me dit, ouais, tu sais, c'est peut-être pas la peine. Bon, je devrais pas te dire ça, mais c'est juste pour harponner le client, quoi. Ok, cool. Bon. Et l'autre truc, c'était les personas. Et ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est marrant, c'est que ça revient, la cible, souvent, ça retombe sur le côté les gens dont on parlait tout à l'heure. Hein. La cible, c'est un groupe qu'on a bien défini, qui généralement n'existe pas. Donc c'est une personne dont on a chopé des caractéristiques, on a tout mis, puis on dit voilà, c'est ça notre cible. Cette personne, il n'y en a peut-être qu'une au monde si elle existe. Et souvent, quand on voit les caractéristiques, on espère pour elle que ce n'est pas le cas. Mais c'est la déshumanisation. On oublie qu'il y a des vraies personnes derrière, différentes. Bah, une agence de com à Montpellier avait utilisé des personas et en fait, ils avaient une femme, 40 ans, et la personne qui te présentait dit ouais, bah, tu l'imagines, c'est un peu la cougar de. Ouais, c'est génial. C'est parti, on va faire des trucs pour les cougars. Du coup, hop, ouais, on va retomber dans les petites blagues. Bref. Hein, Oh, qu'est-ce qu'on dit là? Moi, ça se fout là, ça. Vas-y, je te le laisse. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans la boîte pour justifier. En fait, on dit que, un peu comme la deadline, on va mettre la pression sur l'argent, en fait. L'argent, c'est super nécessaire. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Faut bien faire bouillir la marmite, des trucs comme ça. Et en fait, en parlant d'argent, on va dire, bah, ça va justifier en fait des choses qu'on va faire. Or, je nie pas en fait que l'argent soit important dans l'entreprise, mais par exemple, l'air est aussi important pour les humains. J'espère qu'on a prévu là des trucs, parce que si jamais on manquait d'air, putain, il y a des masques là qui tombent si jamais, tu vois, dans le truc. Et si on commençait à focaliser là-dessus, si je focalisais là-dessus, on dirait, tiens, tu fais un biais bizarre, en fait, il y a un truc qui va pas trop. Et faire ce biais sur l'argent, bah, c'est pas terrible non plus, en fait, de tout piloter par ça, c'est pas et génial. Probablement, si on mettait un peu la pression là sur l'air, vous commenceriez à respirer un peu différemment et localement, il y a des chances que de vous-même, vous créeriez une petite bulle où vous manqueriez d'air. Est-ce qu'en focalisant sur un point, on ne l'encourage pas fortement à apparaître? Oh, les bonnes pratiques. Et tout ça, et pourtant tout ce qu'on vous dit là, faire attention à l'argent, hein, c'est son business plan, machin, la cible, les personas, je ne sais plus ce qu'on a dit avant. On met ça dans la grande catégorie des bonnes pratiques, c'est comme ça. C'est probablement, je crois qu'il y a pas mal d'étudiants à ce qu'on vous a appris en cours. On vous a menti. Bah ouais, on apprend ça très tôt en fait. On apprend un truc qui était peut-être plus adéquat au 20e. Industrialisation, tout ça, et qui est peut-être moins adéquate là sur qui est peut-être moins adapté sur les nouvelles conditions de boulot en fait qu'on a. Et ça, par exemple, bah, de pas déployer le vendredi, c'est con. C'est con, putain, on a trouvé un problème. On a du mal, en fait, quand on déploie le vendredi, on est emmerdé parce que des fois ça marche pas, et puis le week-end ça roule pas. Bah, y a deux solutions. Soit on dit on met ça sous le tapis, c'est la simplicité. C'est la facilité. La facilité, pardon. Soit on essaye de rendre, de rendre la chose simple, et du coup on va déployer tout le temps. Oh, l'autre, je te le laisse. Comme tu veux. Allez. Le pitch, ça aussi c'est une bonne pratique. En fait, il n'y a pas de bonne pratique, parce que les bonnes pratiques, elles sont attachées à un contexte. On avait le pas respirer tout à l'heure. Bah, respirer, c'est quand même une bonne pratique. Bah, si on est au fond d'une piscine, en fait, c'est pas une super bonne pratique. Donc à chaque fois, ça va être le truc où ça dépend. C'est peut-être un peu facile de dire ça dépend,
Bah, c'est pas facile, hein. C'est vrai en fait. C'est la réalité. Ça dépend ouais. du contexte. Et Et oui. le pitch, par exemple, bah, on se retrouve à avoir, par exemple, une très mauvaise idée bien pitchée et une très bonne idée mal pitchée. Bah, j'ai soumis ça à un incubateur en disant, mais si en fait, la personne, enfin une des personnes du jury m'a dit, bah, c'est le jeu. Hein. Mais, putain, mais à quel jeu tu joues quoi? Tu vois, moi, je ne veux plus jouer à ce jeu-là, quoi. En fait, je trouve ça gavant, quoi. Est-ce qu'on peut pas donc pitcher, en fait, c'est aussi perdre la possibilité d'avoir du feedback. Je vais te vendre mon idée. Attends, c'est qu'une idée. Peut-être c'est une mauvaise idée. J'aimerais bien le savoir. Et peut-être que si tu me donnes du feedback à ce moment-là, en disant, mais attends, mais t'as prévu ça? Et que je te dis, ah bah non, je n'avais pas prévu. Au lieu de dire, si, je l'avais prévu. Et d'ailleurs, non. Enfin, je trouve ça naze, en fait. Mais bon, personne. Ouais, c'est naze. Surtout que même si j'ai travaillé à plusieurs startups récemment, même si au début on est tous d'accord pour dire non mais les pitchs c'est naze, c'est juste pour choper des trucs, en fait il y a un moment où on commence à y croire que son idée est bonne parce on a tellement une fleur sur le fait qu'on pitchait bien que même une idée naze, même si on sait qu'elle était foireuse un peu, que le pitch ça n'a aucun sens, à force de nous répéter qu'on fait bien les choses, ben, on finit par y croire, c'est logique. Et on se laisse prendre au jeu, ça marche avec les business plans, et c'est le grand jeu des startups en général. Bah, d'ailleurs, dans les startup week-ends, c'est des cimetières d'idées, quoi. Bah ouais, non mais attends, ce serait marrant de faire un site de cimetière d'idées des startup week-end, quoi, qui sont vachement bien pitchés. Mais voilà. Ouais, et l'inverse aussi, le cimetière des idées mal pitchées, mais qu'on pourrait reprendre et faire des petites PME cool, en fait. Ouais, parce que là, pour moi, dans ma tête, c'était un incubateur. En fait, tu arrives, tu démarres en fait avec une idée, et puis pendant 6 mois, on va te faire bosser études de marché, business plan, machin. Et donc, tu vas rien faire sur ton projet. Et puis ensuite, bah, tu vas peut-être reprendre un boulot, alors tu vas recommencer avec une nouvelle idée. Et tu recommences. Et le cycle infernal. Ouais. Et je précise, ce ne sont pas des vrais loups. On a vérifié. On a vérifié. Ce sont faits en matériaux recyclés. Et du coup, on parle. C'est peut-être des loups aussi. On parle beaucoup de start-up. Et les start-up, une start-up, en fait, c'est très rare. La start-up, si on reprend à la base, c'est une société qui aurait un modèle économique qui pourrait en fait grandir sans que les frais grandissent aussi, et qui pourrait du coup avoir un modèle économique exponentiel et avec des frais qui seraient super limités. Et en fait, c'est super rare. Et toute nouvelle entreprise aujourd'hui, une PME que tu vas monter, une jeune entreprise que tu vas monter, on l'appelle start-up. Mais non, non. Et combien il y a de start-up en France, par exemple, qui ont réussi? Alors qu'on levait des sous, oui, plein. Dès qu'ils ont fait un produit qui a continué à survivre l'épuisement de ce financement, à peu près peu. Simple versus facile. Basique. Basique. Simple. Tout ce qu'on a dit là, en fait, c'est le problème, c'est qu'on va souvent vers la facilité plutôt que vers la simplicité. C'est ce qu'on disait sur les bonnes pratiques. Je ne sais pas si on en a beaucoup plus à dire, en fait. Bon, voilà. Et c'est aussi l'idée que on peut donner de la valeur à tout, en vrai, même aux super mauvaises idées, même aux trucs qu'on a fait. Non, mais au moins ça s'est fait. Non, mais il fallait pas le faire dans la première place. Essaye pas de te justifier maintenant. Il fallait juste pas le faire. C'est pas grave, tu l'as fait. Mais ne cherchons pas à valoriser des choses qui n'ont pas de valeur. Ouais, c'est ce que j'appellerais le biais de valorisation. Peu importe. J'avais demandé à un banquier, par exemple, s'il croyait au business plan qu'on lui apportait. Il me disait non, mais ça montre que la personne s'intéresse à son projet. Génial, super. Pour piétiner l'enthousiasme, par exemple, tu arrives avec une bonne idée, puis tu tapes 2 mois de business plan, et puis on va voir si tu es plus vivant que mort à la fin. Et en fait, on peut tout valoriser, donc on peut prendre quelque chose qui est absolument pas prioritaire, mais qu'on a l'habitude de le faire et de dire non, c'est cool quand même d'avoir accroché ces chaises au plafond. Maintenant, on a de l'espace, on a plus d'espace qu'avant, quoi. Enfin, tu peux le faire avec tout.
Et tout. Vas-y. Ouais. Non, vas-y. C'est le consensus versus consentement. Mou. Le consensus, moi je le vois comme quelque chose de mou en fait. On va se mettre tous d'accord sur une proposition que j'ai faite, mais on va endommager en fait ma proposition pour qu'elle convienne à tout le monde. Et elle convient à tout le monde, mais elle est plus du tout colorée en fait. Elle a perdu tout relief, tout truc. À la place, si on arrivait au consentement, il y a par exemple la communauté sociocratique qui bosse pas mal là-dessus. C'est on va discuter ensemble et puis je vais, au lieu de voter pour, je vais pouvoir voter par réticence. Je suis embêté en fait parce que j'ai l'impression que en faisant ça, on se tire une balle dans le pied. Et qu'on devrait peut-être le faire autrement. Et du coup, on va garder en fait la proposition telle qu'elle et je vais juste consentir. Je vais dire, moi je l'aurais pas vu comme ça, mais je suis ok, on s'essuie. Pas mieux. Le consentement, c'est valable pour tout. Et souvent le consensus, qui est mou, il s'aborde avec des débats. Donc ça, c'est un truc que moi je peux plus en fait, les débats où on se met face à face et on échange sur une idée. Je dis mes trucs jusqu'à ce que tu acceptes en fait, et tu accumules, que tu capitules, ou que moi je capitule. Et c'est ça un débat, hein, c'est juste être d'accord, parler jusqu'à ce que l'autre arrête de jouer. Si un peu vous avez lu 2-3 trucs de rhétorique, vous gagnez tous les débats, vous avez raison tout le temps. Bah, c'est super facile. C'est pas très intéressant, parce qu'en fait on ne s'écoute pas. Dès qu'on commence à parler, à renchir, moi je, on n'est plus en train de converser, je suis en train de parler tout seul et de vous déverser violemment tout ce que j'ai à dire. On pourrait peut-être faire l'inverse et discuter, s'écouter en fait, plus que essayer de parler et de convaincre un autre, qui est vachement moins intéressant. Ouais, à la place du débat, il y a la conversation, il y a l'échange. Moi, le débat, je pensais que c'était quelque chose de sain et de bien avant. Mais en fait, si JavaScript, tu trouves que c'est de la merde et que moi je trouve que Python, c'est de la merde et que tu fais dans le truc, bah allons-y, on y va, mais en fait, ça va pas nous amener très loin, quoi. Ça finit souvent en concours d'ego. Ah, c'est con, c'est pas vrai. Je voulais un truc pour... Et là, c'est plus les biais de langage. En fait, on tape sur les petites phrases en fait qui choquent, qui me font un peu mal. En fait, je suis pas à l'aise avec ces phrases-là. Donc typiquement le hey, plus fort, grand classique, hein, prononcé généralement du fond, voire du tout début de la salle, côté bienveillant. Moi, j'entends pas bien, du coup, au fond. Tu peux ajouter un truc, c'est plus fort, on n'entend rien. On n'entend rien. Bah, plus fort, on n'entend rien. Non, c'est je n'entends pas. Du coup, plus fort, c'est peut-être pas la bonne solution. C'est peut-être que vous vous rapprochiez, si vous n'entendez pas. Quand tu fais plus fort à une personne qui a une petite voix, peut-être que la petite voix, c'est parce qu'elle est timide en fait et qu'elle n'a pas spécialement envie, enfin que c'est pas facile pour elle. Et donc ton plus fort, en fait, c'est un pain dans la gueule, quoi. Ouais, c'est une fin de non-recevoir, c'est une terminaison de tentative. Il y a l'inverse, hein, c'est le chut. Donc celui-là, il est encore vachement mieux parce qu'il est définitif. Va répondre à chut. Là, c'est carrément ferme ta gueule, quoi. Tu peux pas répondre à chut. Parce que chut. Ok, bon, c'est bon. Mais c'est alors, ouais, ça paraît peut-être super basique en fait, justement très très simple. Et puis, ouais, on joue sur les mots là-dessus. En fait, c'est super répandu. Et il y en a plein. Il y en a plein. Et tu peux pas être à l'aise quand tu te prends un chut dans le truc, ou alors quand tu te prends un plus fort. Moi, plus fort, j'ai plus envie de parler, quoi. Donc ma phrase derrière, ça a pu être la même. C'est ça le truc. Et il y a plein de trucs comme ça. Le vraiment, tous les mots. C'était vraiment bien. C'était juste... Hautement qualitatif. Horriblement, obligatoirement. En fait, tous les trucs en ment, normalement, il y a un petit son. Je ne sais plus, dans les notes, il y en a plein d'exemples, je crois. Absolument. Alors, honnêtement, je vais vous le dire. Ça sert à quoi? Parce que d'habitude, on n'est pas là. D'habitude, t'es l'escroc de la parole. Non, mais là, très honnêtement, je voudrais.
Et ça m'est arrivé, pareil, ça m'est arrivé il y a peu de temps. En fait, c'était un médecin pour une personne qui était très malade et en fait, ça s'était mal passé. Et je vais voir le médecin et il me dit très honnêtement, et je me suis dit honnêtement, ça suffira peut-être. Et j'ai senti que ça vacillait. Ouais, ça suffit quoi, suffisamment. Suffisamment, certainement. Il y en a tous les trucs en ment. Et c'est écrit dessus, ment quoi. Alors, il ne s'agit pas de les virer en fait, il ne s'agit pas de les enlever. Il s'agit de s'en méfier en fait, s'en méfier surtout quand on le dit. Quand on le reçoit, après, quand on le reçoit, en fait, ça, comment dire, quand tu reçois un non, mais très honnêtement, la suite, tu vas plus l'écouter de la même manière, donc c'est pas très grave, ça y est, t'es protégé. Mais quand tu le dis, en fait, ça devrait un petit frottement en fait. Titiller, c'est des petits exhausteurs de goût. Ça épice un peu la conversation, mais ça ajoute pas vraiment de valeur à ce qu'on est en train de dire. Ah, super, on est en train de déformer un peu le... ça sert à appuyer un peu dans l'oreille, que ça reste bien dans ton oreille. Hein. Non, mais très honnêtement, là... Ah, on a marché sur la Lune. C'est bien connu. Alors, moi pas. Hein. Moi non plus, en fait. Moi, j'ai pas marché on n'a pas marché sur la Lune. Et c'est le petit on. Alors, soit qui peut être englobant, on a fait tout ça, c'était trop cool. Ouais, mais toi, tu reviens de vacances en fait. C'est pas toi qui l'as fait. Pourquoi tu dis on? Ouais, ou l'autre, c'est on pourrait peut-être manger là. On va manger? Non. En vrai, c'est j'ai faim en fait. Qu'est-ce qu'il y a sur les on comme ça? Le on de tout à l'heure là qu'on a eu. En fait, il y en a plein. Il y a une personne sur une rétrospective là, il y a très peu de temps qui disait il y avait une personne qui avait réclamé une rétrospective à 20h et la personne le lendemain elle arrive et elle dit on n'était pas bien, on était tous fatigués, je vois pas très bien à quoi ça sert, tout ça. Est-ce que tu pourrais le reformuler en jeu en fait? J'étais fatigué, je n'ai pas apprécié en fait ce truc-là, et j'aimerais bien en fait que les plénières en fait ou les rétros elles se fassent à une autre heure que celle-ci. Et déjà ça passe vachement mieux quoi. Dès qu'on va parler du on, alors. Ouais. Si à l'inverse on dit j'ai fait tout ça, comment est-ce que ça va être perçu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si c'est toi qui l'as fait en fait? Et alors, c'est ce que j'avais dit. En fait, il y a le on, de tête comme ça, j'ai envie de dire qu'il y a 3 grandes catégories. Il y a une espèce de on où on veut embarquer les autres dans la pensée. C'est le on n'était pas bien, on va manger. Il y a le on où on va essayer de s'exclure un peu pour pas dire je. Là, on va prendre un peu de la distance et c'est pas moi. Hein. Et puis des fois, le on, en fait, il est clairement défini. Moi, j'ai utilisé on pour parler de Stéphane et moi tout à l'heure. Et celui-là, il n'est pas ambigu en fait. Nous deux, on l'a préparé, on sait à peu près ce que pense l'autre, et quand, comme on a l'habitude, on prend la distance. Quand je sais que c'est un truc que je n'ai pas discuté avec Stéphane, je ne vais pas dire on, je vais dire je. Il va probablement faire pareil. Et en fait, je ne sais pas trop derrière pour te répondre, parce que je pense que c'est toi qui l'entends en fait. S'il est net, si derrière tu joues, si derrière tu essayes de faire le malin ou de la maline, dans d'autres cas, pour essayer de faire passer quelque chose, c'est pas safe quoi, pour moi. Si c'est pas le cas, aucun problème. En fait, tu peux utiliser des on, tu peux utiliser des ments, tu peux utiliser ce que tu veux à partir du moment où tu as dépollué l'histoire, où il n'y a pas une intention bizarre derrière. Et c'est un peu ce qu'on essayait de dire quand on parlait des bonnes pratiques, c'est-à-dire que ce qu'on dit là, ça ne veut pas dire qu'il faut juste arrêter de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus utiliser on, c'est juste qu'il faut réfléchir au moment où on le fait si ça a du sens ou pas. Et peut-être que dans ton cas, dire on a réussi à faire tout ça, ça a du sens. C'était une partie, il y a un collectif où toutes les personnes qui sont autour de là et ça a du sens. Et puis des fois, ça n'en a pas. On peut se retrouver à être tout seul le week-end à réparer une prod. Et personnellement, je vais souvent répondre on a réparé la prod. Mais et du coup, à l'inverse, la personne qui l'a réparée, c'est la seule personne qui était présente. Moi, ça ne me dérange pas que tu dises j'ai réparé la prod si tu l'as réparé. Tu vois, ouais. Il s'agit pas de c'est un fait. Ouais. Il s'agit de pas piétiner. Il s'agit pas d'être bienveillant, de faire tout bien pour que les gens, au moins de pas piétiner. Quoi. C'est ça. Après, si tu t'en sers pour te vanter auprès de tes collègues, vous voyez, moi je bosse le dimanche, pas vous, et j'étais tout seul. Là, c'est pas cool en fait. Il y a un truc à désambiguer. Il y a une petite
Je voudrais juste vous parler. En général, s'ensuit un discours de 4 km. Hein. Je ne vous parlerai pas de... Ouais, juste un truc. Et, bah, tu viens de le faire. Hein. Juste une chose. Et c'était marrant, la dernière fois, on était sur une espèce de formation et il y a une personne qui a dit « Je voudrais juste ajouter quelque chose ». Et là, moi, j'ai senti, j'ai entendu ça, le petit biais qu'il y a derrière. Et la personne a dit un truc et tu as dit à la fin « Mais j'ai rien compris à ce que tu as dit ». C'était super long. Ok. Et donc, j'ai pu rajouter. En plus, tu as commencé par « Je voudrais juste ». Il y en a plein des comme ça, il y a des « il faut que voilà. ». Vraiment, il faut. D'où ça vient? Ouais, faudrait qu'on. Faudrait qu'on. Des petits combos en plus. Vraiment, il faudrait qu'on. Je suis désolé, mais on arrive à la fin du temps. Je suis pas désolé. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé, mais non, truc. En fait, t'es pas désolé du tout. C'est assez dur à entendre pour moi. Maintenant, je le sais. En fait, maintenant que j'ai vu le truc. Ça m'embête d'entendre quelqu'un dire je suis désolé, mais en fait, t'es pas désolé. Ouais, tu cherches plutôt à mettre la personne dans un état de soit de pitié, soit d'être reconnaissante. De fausse bienveillance. C'est une espèce de prise de pouvoir. C'est-à-dire, j'avance tout petit, en fait, en profil bas, et j'essaye quand même d'enfoncer mon truc. C'est ça. Si t'es désolé, pourquoi tu le fais? Voilà quoi. Celui-ci, moi je trouve vraiment finos. Il est assez fin. Les personnes qui me disent non mais voilà ou voilà quoi et tout au long de la phrase en fait, il me dit on était parti là-bas et puis voilà et je sens que derrière le voilà il y a quelque chose et ce truc-là est esquivé. Voilà. En fait, on me demande d'être complice avec tu me demandes d'être complice avec toi en fait. C'est voilà, t'es d'accord avec ça et tu enchaînes. J'ai pas le temps de dire que non en fait, ou alors je vois pas de ce que tu parles derrière et du coup c'est moins grave que les autres, mais finement ça m'embête quand même quoi. Ouais, puis il y a toutes ces petites déclinaisons du voilà quoi. Il y a le on est tous d'accord. C'est bon, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. On a tous compris. Donc ça, c'est impossible. Si vous faites ça, c'est le bon moyen pour n'avoir aucun retour. C'est bon, tout le monde est d'accord? Ouais, parfait. Je peux passer du coup. C'est une espèce de pseudo-connivence qu'on va imposer à l'autre, et en même temps, on va l'empêcher de pouvoir vraiment s'interposer ou dire d'être la petite. En fait, non, moi, j'ai pas compris, ou je sais pas de quoi tu parles sur le voilà. Ah, on va mettre en place une architecture, machin truc. Voilà, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Soyons explicites quand on ne l'est pas. Et souvent, le voilà, en fait, il cache que la personne, enfin, souvent, ouais. Des fois, je vois que la personne en face, elle cache. Le voilà, c'est parce qu'elle n'a pas envie d'expliquer ou voir qu'elle ne sait pas, en fait. Elle a la grande ligne, mais le détail, on ne l'a pas. Du coup, on le cache sous le tapis et je le repousse à ceux qui sont censés comprendre, mais moi, je ne sais pas. Voilà. Mais je ne vais pas le dire. Oh, on peut dire n'importe quoi là, c'est la dernière. Tout ça, ça peut sembler des détails, mais il y a plein de trucs coutilles en plus derrière. Peut-être vous avez. Moi, je prétends pas être innovant là-dessus. Je pense pas toi non plus. Non. Il y a déjà la communication non violente, l'analyse transactionnelle, plein de trucs en fait qui peuvent venir nettoyer et qui sont cool à regarder ou à voir. En même temps, la légitimité de faire une conf comme ça, moi j'ai l'impression que dans les équipes, en fait, on parle par exemple d'agilité avec les rétrospectives. S'il n'y a pas ce minimum, en fait, ce truc-là, c'est ok, c'est simple, c'est un truc, mais pour moi, c'est un prérequis, quoi. Je me vois pas entamer une rétrospective avec des personnes qui diraient non, ok, mais on joue sur les mots, attends, chipote. Ça va, c'est pas ça chipote ou un truc. Sinon, on va la faire, la rétrospective, mais en fait, elle ne sert à rien. Il y a une intention derrière, quoi. Il y a un truc à avoir et que je ne retrouve pas. Je trouve que dans les boîtes où je vais, très souvent, j'ai l'impression d'être en milieu hostile pour des trucs qu'on appelle l'agilité, par exemple. Je trouve que c'est hostile à ces trucs-là. Je ne vois pas comment on peut faire confiance, en fait, virer les estimations, par exemple, et tout ça, si
si ce truc-là, on ne l'a pas. Ouais, pas beaucoup mieux. C'est simple et c'est facile à mettre en œuvre pour une fois. C'est pas incompatible, simple et facile. Et c'est pas la peine de croire qu'on... vous l'avez vu, on s'est planté plein de fois, enfin moi surtout. Là, j'envoie des fleurs. C'est pas bien non plus. Autodiminution, c'est pas une bonne idée. Et je viens de le refaire. C'est pas grave de pas être, de pas avoir envie de le faire tout de suite, de se dire non mais ça va être chiant et tout, je vais pas penser. Vous pouvez vous en rendre compte, en fait, juste essayer que ça va gratter un peu pendant quelques temps et puis à un moment ça va devenir naturel. Et puis il y a des fois ça ne deviendra pas naturel, ça va juste vous gratter, vous l'exprimerez, vous m'avez entendu le dire. J'ai utilisé plusieurs fois les gens et puis après j'ai pris un pas de recul. Oh, non, je fais ça pas juste là avec vous, je fais ça tout le temps quand je parle. Je me reprends. Ah non, là je viens de dire un truc qui est un peu moche en fait. C'est pas grave. Et puis il y a plein de trucs que je disais avant que je dis plus de la même façon. Ça va pas, on n'est pas là pour limiter votre... Ce qu'on dit, c'est pas de limiter votre expressivité, c'est juste de faire attention à la façon dont vous le dites parce qu'il y a des personnes en face qui vont la recevoir, cette information. Et du coup, le moindre des choses, c'est de s'essuyer les pieds avant d'entrer dans la tête des gens. Merci. Alors on peut faire une remarque, juste si on a une minute, je pense qu'on a une minute, juste une petite remarque. Il y a des trucs de dot voting, alors nous, ça ne nous intéresse pas du tout, vous pouvez dire le retour. Si vous avez des informations et du feedback à nous faire, on est là jusqu'à la fin de la journée, venez nous parler, plutôt que d'avoir un espèce de truc avec des petits points quelque part, que nous, on n'en fera jamais rien, et on n'aura pas d'informations utiles. Ça peut être utile aux organes, du coup, j'en sais rien. Faites-le quand même peut-être pour vous, mais si vous voulez nous transmettre des choses sur ce qu'on a dit, venez nous parler, ce sera vachement plus simple, ou faites-nous un petit message, ou je sais pas quoi, en dehors de la conf. Par exemple, plutôt que de voir une pastille sur j'ai appris quelque chose, je préfère savoir ce que tu as appris en fait. Ne serait-ce que pour qu'on soit sûr que c'est ce qu'on voulait, parce que des fois, il y a... j'ai appris un truc, ah mince, c'était pas ça qu'on... Oui, je voulais vous demander... Quand vous... Et du coup, il y avait une question. Oui, quand vous allez... je ne sais pas exactement quelles sont vos situations, quand vous travaillez avec des nouvelles personnes, est-ce que vous passez votre temps à réexpliquer tout ça à tout le monde? Et c'est des choses qu'on entend, c'est pas les exemples que vous avez donnés, c'est pas une fois par semaine, c'est 100 fois par jour. Est-ce que vous passez votre temps à réexpliquer tout ça pour adapter votre milieu, ou est-ce que vous avez un espèce de filtre d'avance et vous bossez qu'avec des gens qui sont déjà dans cet état d'esprit? La deuxième, en fait. Alors, comment vous faites pour les reconnaître? Alors, comment je fais? Quand je vais travailler avec quelqu'un, si tu viens me voir par exemple et que tu me dis ouais, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble, le premier truc que je vais te proposer, c'est un micro truc, vraiment, de facturer 2 heures, en fait, qu'on passe 2 heures ou 4 heures sur un truc il y aura toujours un sujet à trouver, et sur ces moments-là, en fait, je vais t'expliquer la manière dont on travaille et te demander en fait si c'est compatible avec ta manière de voir les choses. Entre autres, on va plutôt bosser agilité ou trucs de genre. Si ça ne te parle pas, en fait, si c'est pas ton style, je vais dire attends, aucun problème, et peut-être que je vais pouvoir t'aiguiller sur quelqu'un d'autre, mais moi je ne vais pas le faire. Et je ne vais pas entraîner en fait les personnes aussi qui bossent avec moi là-dedans. Et même en faisant comme ça, c'est pas facile. Pardon ? Pas forcément. Alors, des fois, on peut... Moi, je fais à peu près pareil. Je toujours, avant de m'embarquer dans une mission ou à travailler avec des personnes, je vais les rencontrer et on va discuter, on va se poser, comment est-ce qu'on travaille, on va exposer la façon je vais exposer la façon dont j'ai envie de travailler avec ce groupe et voir si ça match. Et du coup, le vocabulaire va passer, la façon va passer. Des fois, on se rend compte, non, je n'ai pas envie d'y aller. Par contre, je connais des gens qui sont à l'aise dans ce milieu-là, du coup, je vais les rediriger. Et puis, des fois, je vais dire, en fait,
Non, parce que tu as un milieu trop toxique, il n'y a aucune des personnes que je connais à qui j'ai envie de mettre chez toi. Et en général, je vais être clair, explicite et le dire à peu près de cette façon-là. Ah, du coup, tu peux me recommander quelqu'un? Non, parce que si je te recommande quelqu'un, c'est que je tiens à cette personne, je lui fais confiance, et j'ai pas envie de la mettre chez toi parce que je sais que ça va pas bien se passer. Du coup, non. J'ai un peu le même, c'est-à-dire que je pense pas que mon style, ce soit le style que tout le monde doive adopter. Mais vraiment, pim, vraiment. Je pense ça. Et du coup, en fait, quand je vais bosser avec quelqu'un, je vais lui dire, je vais lui proposer par exemple quelqu'un qui m'a dit avant, mais moi ça me dérange pas en fait. Pardon? Ouais. Et alors, je vais peut-être faire une différence, que Steph, souvent tu fais plutôt des missions un peu courtes, ou ponctuelles sur la durée. Moi, je suis plus dev, du coup, des fois, je fais des choses un peu plus longues. En fait, avant de m'engager longtemps sur plusieurs semaines ou plusieurs mois avec une équipe, je vais commencer par m'assurer que ça se passe bien. Et du coup, le premier truc que je vais proposer. Donc après, ce petit déjà, on a passé le premier filtre. Et puis après, je ne vais pas dire non, je n'ai pas signé un contrat de 60 ou 90 jours avec vous. On va faire 2 semaines. Voire 2 semaines au 4/5e, on va faire 8 jours, et puis si ça se passe bien, on prolongera comme ça, et puis quand on s'arrête, et puis c'est cool en fait. Quoi, il y a un changement sur la façon de travailler, c'est clair. Mais ça, pour moi, c'est libératoire. Libérateur, je ne sais pas. Un des deux, choisissez. J'ai vu quelqu'un qui levait la main là-haut. Dernier rang. À gauche, à ma gauche. Votre conférence parle essentiellement du savoir-être et la sensibilisation au savoir-être au travail. Et je trouve que c'est un élément qui est vachement important en fait, au quotidien. On peut souvent être entouré en fait, de personnes qui sont sensibles à ce genre de choses. Et parfois, ça peut être mal interprété, genre une hyper-susceptibilité. Quand vous êtes confronté en fait, à un conflit, avec une personne avec qui vous travaillez, comment vous intervenez, comment vous réagissez en fait par rapport à cette situation? Alors moi, je n'ai pas de réponse générique parce que ça dépend. Alors déjà, ça m'arrive assez rarement en fait, ou alors c'est vraiment très ponctuel et comme j'essaye de faire attention. Quand ça arrive, je l'avais vu venir. Du coup, ça m'arrive pas parce que je l'ai pris avant. Et après, j'ai pas de réponse générique parce que ça dépend de la personne, ça dépend du conflit, ça dépend du pourquoi, ça dépend de comment c'est arrivé. Ouais. Alors, moi, j'essaie de prendre un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, sur quelque chose un peu comme ça, il y a une personne en fait qui s'est levée, qui m'a dit ouais, non, c'est pas possible. Je peux pas entendre ça. Moi, si c'est ce genre de technique, si je ramène ça chez moi, c'était une personne qui bossait pour le ministère de l'Intérieur. Il est parti vraiment très fort en disant que c'était pas possible. C'était vraiment très violent en fait dans le truc. Et du coup, moi, mais je prends pour moi en fait. Je lui ai demandé en fait si on pouvait aller à un endroit. Je lui ai demandé à d'autres personnes si elles se posaient les mêmes questions. Et on a discuté. J'ai laissé sa colère en fait. J'ai essayé de déverser sa colère sur moi. Et ensuite, on a essayé de discuter, parce que ça passe pas en piétinant. En fait, je vais expliquer où je suis, comment je suis, pourquoi je le fais comme ça. Et si ça plaît pas, no problème, je me barre. J'ai vraiment aucune envie de rester dans des endroits en fait où c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Donc non, en fait, je m'emporte jamais. Enfin, je me rappelle pas m'être emporté. Je me rappelle pas m'être emporté. Ça doit arriver, mais je me rappelle pas. Alors moi, ça peut m'arriver, parce que quand je suis fatigué, je suis con. Mais du coup, c'est quelque chose que je préviens et que je sais sentir. C'est-à-dire et du coup, j'y fais attention. C'est-à-dire que quand je sens que je suis fatigué, et que du coup, je vais devenir con, et quand je suis con, je peux être un peu agressif, je vais pas venir en fait. Je vais dire, écoute, là, je pense que, vu comment dans l'état dans lequel je suis, il vaut mieux que je ne vienne pas. On en discute demain, ça sera vachement. Je vais dormir, et puis après, on en discute. Et dans tous les cas, c'est un peu ça la logique, même si vraiment, ça peut m'emporter, mais moi non plus, je ne vois pas d'exemple. Moi, je m'emporterais.
hors de ce contexte-là. C'est par la discussion. On attend, on va pas aller se débattre à chaud. Dès que ça commence à s'envenimer, je fais un pas de recul, je prends et j'attends que ça se passe et on y retourne plus tard, doucement, tranquillement. Si c'est OK pour la personne, si elle veut pas en parler, on arrête, juste, c'est tout, et puis c'est cool. C'est bon ? Merci à vous.